J'ai franchi la porte de notre appartement parisien après une longue journée au bureau, les épaules lourdes de fatigue. Tout ce que je voulais, c'était un bon plat chaud, un moment de calme et peut-être un peu de temps avec ma femme, Claire. Ce n'était pas trop demandé, n'est-ce pas? Mais au lieu de cela, un silence pesant m'a accueilli, accompagné de l'odeur caractéristique d'un repas réchauffé ou, pire encore, d'un plat à emporter. La table de la salle à manger était encombrée de sacs de courses, ceux des boutiques chics du Marais, leur logo criant au luxe. L'ironie ne m'échappait pas. J'ai posé ma mallette, épuisé. Je me démenais pour subvenir à nos besoins pendant que Claire, vautrée sur le canapé, faisait défiler son téléphone sans même un regard vers moi. « Salut », ai-je dit, essayant de garder un ton léger malgré la frustration qui montait. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Elle n'a même pas levé les yeux. « J'ai commandé quelque chose, ça va arriver. » Ce n'était pas la première fois. En fait, c'était devenu une habitude. Les plats qu'elle préparait autrefois, ses gratins, ses coques au vin, n'étaient plus qu'un souvenir. La cuisine ressemblait à un musée, intact et inutilisé. Ce n'était pas seulement la nourriture. L'appartement lui-même semblait sombrer dans le chaos, vaisselle empilée dans l'évier, linge abandonné, et le parquet, autrefois étincelant, portait les marques d'une négligence de semaine. Je n'avais pas envie de me disputer, j'étais trop fatigué. Mais en observant la scène, je sentais la rancœur monter. Ce soir-là, après avoir jeté les boîtes du repas à emporter et alors que le silence entre nous devenait assourdissant, j'ai décidé d'aborder le sujet. « Écoute, il faut qu'on parle », ai-je commencé prudemment. Elle a levé les yeux au ciel, à peine capable de masquer son agacement. « De quoi, encore ?»« De ça. De nous. Je ne peux pas continuer à tout porter tout seul. J'ai besoin de ton soutien. » Sa réponse m'a frappé plus fort que prévu. « Je ne t'ai pas épousé pour être ta bonne ou ta cuisinière. Si tu veux ça, engage quelqu'un. » Ces mots, froids et tranchants, ont résonné dans l'air. J'étais abasourdi. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée, celle qui se souciait de nous, de notre foyer, de moi. J'ai essayé d'expliquer, de raisonner, mais elle m'a balayé d'un geste de la main, disant qu'elle avait mieux à faire que de discuter de bêtises. C'est alors que j'ai réalisé à quel point nous nous étions éloignés. Elle ne négligeait pas seulement la maison, elle nous négligeait. J'avais l'impression d'être un distributeur de billets, une source de fonds pour son train de vie luxueux, et le pire, c'est qu'elle n'avait pas l'air de ressentir la moindre culpabilité. Cette nuit-là, allongé dans le lit, fixant le plafond, ma fatigue s'est transformée en colère. Il fallait que quelque chose change. Je ne pouvais plus rentrer chez moi dans cet état, face à ce manque d'appréciation, cette indifférence glaciale. La relation que nous avions autrefois s'effondrait, et je n'étais pas sûr de pouvoir en supporter davantage. Le lendemain matin, après cette conversation épuisante, je me suis réveillé encore furieux. La tension entre nous était palpable avant même que j'ouvre les yeux. Claire était déjà levée, assise dans le salon, sirotant son café comme si de rien n'était. Pendant ce temps, je me préparais pour une autre journée éreintante au travail. J'ai pensé à ignorer tout ça, à balayer le problème sous le tapis comme je l'avais fait tant de fois. Mais cette fois, quelque chose en moi s'est brisé. Je n'allais pas laisser passer. En prenant mon café, je me suis assis en face d'elle et j'ai tenté, encore une fois, de combler l'écart qui se creusait entre nous. « Écoute », ai-je dit, gardant un ton aussi posé que possible, « je ne pense pas que tu réalises à quel point tout ça m'affecte. Je rentre épuisé tous les jours, et j'ai l'impression d'être le seul à faire des efforts ici. » Elle n'a même pas scié, les yeux rivés sur son téléphone, faisant défiler sans but. Quand elle a enfin levé les yeux, son expression était purement agacée. « Pourquoi on reparle de ça? Je t'ai dit hier soir, je ne suis pas ta bonne. Je ne suis pas là pour répondre à tes moindres désirs. » La froideur de son ton m'a fait l'effet d'une gifle. « Ce n'est pas ce que je demande, » ai-je répondu, ma voix montant malgré moi. « Je demande une partenaire, quelqu'un qui contribue, quelqu'un qui se soucie de cette relation autant que moi. » Son rire était amer, presque moqueur. « Tu crois que c'est une sorte de partenariat? Soyons clairs, je n'ai pas signé pour être ta servante. J'ai ma vie, mes priorités. Si ça ne te plaît pas, c'est ton problème. » Ces mots m'ont glacé le sang. Ce n'était pas juste une dispute passagère, c'était une déclaration. Elle avait tracé une ligne dans le sable, montrant clairement qu'elle ne voyait aucun problème dans notre situation. Elle n'allait pas changer, ni faire de compromis,
ni même reconnaître les sacrifices que je faisais. Et nous, ai-je demandé, ma voix teintée de frustration. Est-ce que tu te soucies même de ce qui nous arrive? Elle a soupiré, comme si elle s'ennuyait. Écoute, je te l'ai déjà dit. Si tu veux une femme au foyer qui cuisine et nettoie, tu t'es trompé de femme. Je ne vais pas changer qui je suis juste parce que tu te sens peu apprécié. À cet instant, j'ai réalisé à quel point le fossé entre nous s'était creusé. Elle ne se voyait pas comme faisant partie d'une équipe. Pour elle, le mariage était une transaction à sens unique, mon travail finançait son mode de vie, tandis qu'elle vivait libre de toute responsabilité. Avant de partir au travail, je me suis arrêté près de la porte, la regardant feuilleter paresseusement les chaînes de télévision. Ce n'est pas viable, ai-je dit, la voix basse mais ferme. Quelque chose doit changer. Sa réponse était aussi cinglante que d'habitude. Alors peut-être que tu devrais décider ce que tu veux vraiment, parce que moi, je ne change pas. En quittant l'appartement, ces mots résonnaient dans ma tête. Pour la première fois, j'ai vraiment vu qui elle était devenue. Ce n'était pas la femme que je pensais avoir épousée. C'était quelqu'un qui se souciait plus de son confort et de son image que de l'homme à ses côtés. Et pour la première fois, je me suis demandé si rester dans ce mariage valait la peine de se battre. Ce jour-là, au bureau, je n'arrivais pas à me concentrer. Ces mots, je ne change pas, tournaient en boucle dans ma tête. Ce n'était pas seulement ce qu'elle avait dit, mais la façon dont elle l'avait dit, comme si mes sentiments n'avaient aucune importance. À la pause déjeuner, j'ai fixé mon téléphone, faisant défiler de vieilles photos de nous, quand tout allait bien, me demandant comment nous en étions arrivés là. Je n'avais pas de réponse, mais une chose était sûre, je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. En rentrant ce soir-là, j'avais pris une décision. Si elle ne voulait pas changer, alors c'était à moi d'agir. Plus question de financer son irresponsabilité, plus question d'être pris pour acquis. Je n'ai pas lancé de dispute. Je suis allé dans la chambre, j'ai pris mon ordinateur portable et j'ai accédé à nos comptes joints. Elle était si absorbée par une émission de télé-réalité qu'elle n'a même pas remarqué quand j'ai annulé ses cartes de crédit supplémentaires. Je lui en ai laissé une, mais avec une limite de dépenses stricte. Si elle voulait plus, elle devrait se débrouiller seule. Le lendemain matin, je me suis levé plus tôt que d'habitude, déterminé à faire des changements. Pendant qu'elle dormait, comme toujours, j'ai commencé à organiser mes finances. J'ai examiné chaque facture, chaque achat futile qu'elle avait fait ces derniers mois, sac de créateur, repas hors de prix, rendez-vous au spa. C'était assez pour me faire bouillir le sang. Mais au lieu de la confronter immédiatement, j'ai décidé de laisser ses actions parler d'elles-mêmes. Ça n'a pas pris longtemps pour qu'elle remarque. Ce soir-là, elle a fait irruption dans la pièce, son téléphone à la main comme s'il était en feu. « Pourquoi ma carte est refusée ?» a-t-elle lancé, sa voix dégoulinante d'arrogance. Je n'ai même pas levé les yeux de mon livre. J'ai ajusté les limites, ai-je dit calmement. Si tu veux dépenser plus, il va falloir que tu commences à contribuer. Sa réaction était prévisible. Contribuer. Je suis ta femme, pas ton employé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai fermé mon livre et croisé son regard, refusant de céder. Et je suis ton mari, pas ta banque. Si tu ne veux pas aider à la maison ou dans notre relation, alors tu vas devoir t'aider toi-même financièrement. Son visage est devenu rouge de fureur. Tu me punis parce que je ne veux pas jouer les femmes au foyer? C'est pathétique. Non, ai-je dit, la voix ferme. J'établis des limites. Tu ne veux pas contribuer à ce partenariat? Très bien, mais tu ne peux pas vivre de mon travail sans rendre des comptes. Les jours suivants ont été tendus. Elle boudait, lançait des commentaires sarcastiques, et a même essayé de me culpabiliser avec des phrases comme « Je suppose que tu ne m'aimes plus ». Mais je tenais bon. Quand elle a essayé d'acheter une paire de chaussures hors de prix et que la transaction a été refusée, elle a de nouveau explosé, me traitant de contrôlant. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je me suis contenté de répéter ce que je lui avais dit, si tu veux des luxes, tu peux les gagner. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle la dynamique entre nous a changé. Elle a commencé à m'éviter, passant plus de temps dehors avec ses amis. Je l'ai entendue au téléphone, se plaignant de moi, se faisant passer pour la victime. Mais ça m'était égal. Je ne faisais pas ça pour obtenir son approbation. Je le faisais pour ma propre santé mentale. Pour la première fois en des années, j'avais l'impression de reprendre une partie de moi-même. Ce n'était pas une question d'argent,
mais de respect. J'avais passé tellement de temps à me plier en quatre pour la rendre heureuse, mais maintenant, je réalisais que son bonheur n'était pas lié à notre mariage, mais à ce que je pouvais lui offrir. Un soir, alors que je m'allongeais dans le lit, je ressentais une clarté croissante. Ce n'était pas seulement une question de limiter ses dépenses, mais de fixer des limites sur ce que j'étais prêt à endurer. Et chaque jour qui passait, je me rapprochais d'une décision que je n'avais jamais pensé devoir prendre. Les fissures dans sa façade parfaite ont commencé à apparaître rapidement. Le premier signe a été le livreur. J'ai entendu la sonnette et sa conversation précipitée, essayant d'expliquer pourquoi son paiement ne passait pas. C'était presque comique, la manière dont elle bafouillait, prétendant qu'il s'agissait d'une erreur bancaire. Elle a fini par annuler la commande, claquant la porte avec une frustration qui a résonné dans tout l'appartement. Je n'ai rien dit. Je me suis contenté de l'observer, confronté pour la première fois à la réalité de vivre avec des limites. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Au fil des jours, sa frustration s'est transformée en désespoir. J'ai remarqué qu'elle ressortait des vêtements qu'elle n'avait pas portés depuis des années, essayant de les faire fonctionner parce qu'elle ne pouvait plus se permettre une nouvelle virée shopping. Son spa préféré a appelé, laissant un message au sujet d'un rendez-vous manqué, qu'elle a supprimé sans répondre. Et quand ses amis l'ont invitée à leur brunch habituel dans les cafés chics de Saint-Germain, elle a soudain eu des excuses, elle se sentait mal ou était trop occupée. Je savais ce qu'il en était. Elle ne pouvait plus suivre leur mode de vie sans mon soutien financier, et ça commençait à l'isoler. Un soir, je suis entré dans la cuisine et je l'ai trouvée assise à la table, fixant son téléphone. Ses ongles, habituellement impeccables, étaient écaillés. Son visage sans maquillage semblait fatigué, presque vaincu. J'ai pris un verre d'eau, attendant qu'elle parle en premier. J'essaie de tout faire pour que ça marche, a-t-elle dit soudain, sa voix à peine audible. Mais tu rends ça impossible. Je me suis appuyé contre le plan de travail, prenant une gorgée avant de répondre. Faire marcher quoi? Ton mode de vie? Celui que je finance seul pendant que tu refuses de lever le petit doigt? Elle a relevé la tête, les yeux plissés. Tu es cruel. Cruel? J'ai posé le verre, ma patience s'amenuisant. Non, cruel, c'est attendre de moi que je porte tout le poids de ce mariage pendant que tu ne fais rien. Cruel, c'est manquer de respect à l'effort que je fais chaque jour pour qu'on ait un toit au-dessus de la tête. Cruel, c'est te faire passer pour une victime alors que tout ce que j'ai demandé, c'est un partenariat de base. Elle a tressailli, mais n'a pas répondu. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans son expression qui ressemblait à un doute sincère, doute sur ses choix, sur la façon dont elle m'avait traité, sur elle-même. Au fil des jours, le changement dans son comportement est devenu plus évident. Elle a arrêté de se plaindre autant, bien que le silence entre nous soit devenu plus lourd. Une fois, je l'ai même surprise en train d'essayer de ranger le salon, bien que ses efforts fussent maladroits au mieux. Mais ce n'était pas le travail en lui-même qui comptait. C'était la manière dont elle bougeait, l'hésitation dans ses gestes, comme si elle ne savait pas comment réparer les choses. Ses amis ont aussi commencé à remarquer. L'une d'elles a appelé pendant qu'elle était sortie, et quand j'ai décroché, la voix au bout du fil était surprise. Tout va bien avec Claire? Elle est tellement distante ces derniers temps. Je n'avais ni le cœur ni la patience d'expliquer. Elle va bien, ai-je dit, mettant fin à l'appel rapidement. Mais elle n'allait pas bien, et nous le savions tous les deux. Elle commençait à voir que le monde qu'elle s'était construit, un monde de confort et de commodité entièrement financé par moi, s'effondrait. Et pour la première fois en des années, elle n'avait personne sur qui s'appuyer. Un soir, alors que nous étions assis l'un en face de l'autre à la table, mangeant un repas simple que j'avais préparé, elle a brisé le silence. J'ai réfléchi, a-t-elle dit, hésitante. Peut-être que je n'ai pas été juste avec toi. Ces mots étaient une petite fissure dans le mur qu'elle avait construit autour d'elle, mais ils arrivaient trop tard. Je l'ai regardée, attendant la suite, mais elle n'a pas continué. Elle a trituré son assiette, ses épaules s'affaissant sous le poids de son propre aveu. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le silence entre nous parlait de lui-même. Elle commençait à comprendre la gravité de ses actions ou de leur absence. Mais le mal était fait, et je n'étais pas sûr de pouvoir la regarder à nouveau de la même manière. Après son petit aveu au dîner, les choses n'ont pas changé autant que je l'aurais espéré. Elle n'est pas revenue à ses anciennes habitudes, mais les efforts qu'elle faisait pour se racheter semblaient à moitié sincères. Elle rangeait un peu par-ci par-là,
faisait un geste qui semblait plus pour la forme que par réelle volonté, et lançait parfois un commentaire qui laissait entendre du remords. Mais ce n'était pas assez. Pas après des années de négligence et d'arrogance. Et franchement, ma patience pour ces tentatives s'était éteinte depuis longtemps. Un soir, environ une semaine plus tard, elle est venue vers moi alors que j'étais dans le salon, consultant des emails professionnels. Son visage était plus doux que je ne l'avais vu depuis des mois, presque vulnérable. Elle a hésité dans l'embrasure de la porte, tenant le cadre comme pour se stabiliser. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose d'important. « On peut parler ?» a-t-elle demandé, la voix douce, presque tremblante. J'ai posé mon ordinateur et lui ai fait signe de s'asseoir. Elle s'est perchée sur le bord du canapé, tordant ses mains comme si elle craignait qu'elle la trahisse. Pour la première fois depuis une éternité, elle semblait petite, incertaine. J'ai réfléchi, a-t-elle commencé, les yeux fixés sur le tapis. À tout ce que tu as dit, à la façon dont je t'ai traité. Et tu as raison. Je n'ai pas été juste avec toi. Je suis resté silencieux, l'observant lutter pour trouver ses mots. Je suppose que... Elle s'est arrêtée, prenant une profonde inspiration. Je me suis trop habitué. Je t'ai pris pour acquis, et je n'ai pas réalisé à quel point ça te faisait du mal. Elle a levé les yeux, ses yeux brillants de larmes contenues. Je sais que j'ai fait des erreurs, de grosses erreurs. Mais je ne veux pas te perdre. Je veux arranger ça. Je ferai mieux, je te le promets. Ces mots flottaient dans l'air, lourds d'émotion. Pour la première fois depuis des années, elle semblait sincère. Peut-être qu'une partie de moi voulait la croire, lui donner une autre chance de faire ses preuves. Mais la plus grande partie de moi, celle qui avait enduré son indifférence, son arrogance, son mépris flagrant pour notre partenariat, ne pouvait pas être convaincue par de simples mots. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur mes genoux, croisant son regard. « J'entends ce que tu dis », ai-je commencé, choisissant mes mots avec soin. « Et j'apprécie que tu reconnaisses enfin le mal que tu as fait. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux réparer avec des excuses ou une promesse. La confiance, le respect, tout ça est parti. Et je ne pense pas qu'on puisse le récupérer. » Son visage s'est effondré, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait s'effondrer complètement. Mais au lieu de cela, elle s'est redressée, son expression passant du chagrin à la désespération. « Je peux changer », a-t-elle insisté. « Je ferai tout ce qu'il faut. S'il te plaît, donne-moi une chance. » J'ai secoué la tête, sentant le poids de ma décision s'installer comme une couverture lourde. « Tu as eu des chances, plus que je ne peux en compter. Et chaque fois, tu as choisi toi-même plutôt que nous. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus espérer quelque chose qui n'existe pas. » Elle a tendu la main, saisissant la mienne dans un geste qui semblait plus désespéré qu'affectueux. « S'il te plaît », a-t-elle murmuré, la voix brisée. « Je t'aime. » J'ai retiré ma main doucement mais fermement. J'avais besoin de ton amour quand il comptait, quand je rentrais épuisé et que je voulais juste une partenaire, quand je demandais de l'aide et que tu me rejetais. L'amour ne suffit plus, pas après tout ça. Ses larmes ont enfin coulé, roulant silencieusement sur ses joues. Je n'ai ressenti ni satisfaction ni vengeance, juste une profonde tristesse fatiguée. Ce n'était pas ainsi que je voulais que les choses se terminent, mais c'était la seule voie possible. Elle est restée là un moment, pleurant doucement, tandis que je restais silencieux. Finalement, elle s'est levée et a quitté la pièce, me laissant seul avec mes pensées. La femme que j'avais autrefois adorée, avec qui j'avais construit une vie, était devenue une étrangère. Et aucune promesse ni larme ne pouvait changer cela. Après cette nuit, la maison est tombée dans un silence plus oppressant que paisible. Elle a gardé ses distances, se retirant dans la chambre d'amis, me laissant à mes pensées. Il n'y avait plus de tentatives de supplication, plus de promesses vides ou de déclarations de changement. C'était comme si elle avait enfin accepté ce que j'essayais de lui dire depuis des semaines, le pont entre nous était brûlé, et il n'y avait pas moyen de le reconstruire. Un samedi matin, je me suis réveillé tôt, le poids de ma décision lourd mais résolu. Il était temps de mettre fin à ce chapitre de ma vie. En traversant l'appartement silencieux, je pouvais voir les vestiges de la vie que nous avions essayé de construire ensemble, la photo de mariage encadrée sur la cheminée, la décoration qu'elle avait choisie, les meubles coûteux que nous n'utilisions presque jamais. Tout semblait vide, symbole d'un partenariat qui était mort depuis longtemps. J'ai pris un rouleau de sacs poubelles et j'ai commencé à emballer ses affaires, ses vêtements, ses sacs de créateur,
les chaussures qui coûtaient probablement plus cher que toute ma garde-robe. Je les ai fourrés un par un dans des sacs noirs. Chaque objet que j'emballais semblait me libérer d'une couche du poids que je portais depuis des années. Je n'étais plus en colère. Je n'étais plus amer. J'étais juste fini. Quand elle s'est réveillée, j'avais presque terminé. Elle est entrée dans le salon, se frottant les yeux, et s'est figée en voyant les sacs alignés près de la porte. Son expression est passée de la confusion à l'incrédulité, puis à la colère. « C'est quoi, ça » a-t-elle exigé, la voix tranchante. « C'est moi qui passe à autre chose » ai-je dit calmement. J'ai porté cette relation tout seul trop longtemps, et j'en ai fini. Tu dois partir. Ses yeux se sont écarquillés, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait discuter. Mais ensuite, elle a croisé les bras, sa voix tombant dans un ton défensif. Tu ne peux pas juste me mettre dehors. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu. Tu as été clair, tu n'as pas besoin de moi, souviens-toi. Alors prouve-le. Va construire la vie que tu penses mériter, mais fais-le seul. Elle m'a regardé comme si elle ne reconnaissait pas l'homme en face d'elle. Peut-être que c'était le cas. Peut-être que pour la première fois en des années, je me tenais enfin debout pour moi-même d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Sa confiance a vacillé, et elle a essayé une dernière fois. Je peux changer, a-t-elle dit, la voix plus douce, presque suppliante. On peut réparer ça. J'ai secoué la tête. Tu as eu l'occasion de changer, de réparer les choses quand ça comptait. Je ne suis plus en colère, mais je ne peux plus vivre comme ça. Je mérite mieux. Son silence en disait long. Elle s'est tournée et est repartie, et j'ai entendu ses pas s'éloigner vers la chambre d'amis. Je n'ai pas suivi. Au lieu de cela, j'ai fini d'emballer ses affaires et les ai placées près de la porte. Cet après-midi-là, elle a appelé une amie pour venir la chercher. Elle n'a pas dit au revoir en partant, elle a juste pris les sacs et a disparu par la porte. Je l'ai regardée depuis la fenêtre alors que la voiture s'éloignait, ressentant un immense sentiment de soulagement. La maison était silencieuse, mais cette fois, le silence semblait différent, libérateur même. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à reprendre ma vie en main. J'ai réorganisé les meubles, décroché les photos de mariage et donné les objets que nous avions achetés ensemble dont je n'avais plus besoin. Pour la première fois en des années, l'appartement semblait m'appartenir, un espace où je pouvais respirer et recommencer. Des amis ont commencé à prendre de mes nouvelles, me demandant comment j'allais. Je leur ai dit la vérité, j'allais mieux que je n'avais été depuis des années. J'ai recommencé à voir des gens, à sortir davantage, à redécouvrir les choses que j'aimais. Lentement mais sûrement, je me sentais redevenir moi-même. Un soir, alors que j'étais assis sur le balcon avec un verre de vin, regardant le soleil se coucher sur les toits de Paris, j'ai réalisé quelque chose. Le poids que j'avais porté si longtemps, la frustration, la rancœur, l'épuisement avaient disparu. À sa place, il y avait une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je ne survivais plus simplement, je vivais. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais excité de voir ce que l'avenir me réservait.